Hop, je vais profiter du petit creux dans le morceau du guitariste pour vous souhaiter la bienvenue. On a une petite minute d'avance, donc je vais juste en profiter pour vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes nombreux aujourd'hui, donc c'est signe que c'est un sujet qui vous intéresse. On n'en doutait pas. Et puis, je vais en profiter aussi pour vous rappeler le principe des 33 minutes. C'est un webinaire qu'on a mis en place il y a déjà presque un an et demi maintenant. On se retrouve à peu près une fois par mois sur un sujet qui, on l'espère, vous intéresse. Le principe, c'est qu'on reste bien sur un format court. On vous donne les éléments clés sur un sujet. Et puis après, si vous avez besoin ou envie de creuser, vous nous rappelez et on va plus loin. Comme à chaque fois, on vous enverra ce qu'on va vous présenter juste à l'issue là, du webinaire. Et puis, vous aurez le replay à disposition sur YouTube dans l'après-midi. Donc, si vous avez envie de le revoir, envie d'en parler à un copain, il n'y a pas de problème. On va tout mettre aussi dans la lettre d'information que vous recevrez vendredi prochain, enfin vendredi de cette semaine. Voilà. Juste un petit peu de contexte sur le sujet qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui. Évidemment qu'en ce moment, avec le prix des matières premières qui est totalement immaîtrisable, c'est compliqué d'avoir des repères dans la gestion de son entreprise. Vous avez aussi évidemment l'incertitude des charges avec tout ce qu'on entend autour des prix de l'énergie aussi. Et puis, évidemment, vos clients sont dans l'expectative, ce qui se comprend aussi sur est-ce que je continue pas mes travaux, qu'est-ce que ça va induire pour moi de continuer mes travaux. Donc voilà, on s'est dit que c'était le bon moment pour aborder ce sujet-là. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans la petite fenêtre de conversation que vous avez en bas de votre écran normalement, qui s'appelle chat. Et puis à la fin, on va se garder un temps de questions-réponses pour répondre justement à toutes vos questions. On va d'abord laisser Laurent présenter ce qu'il a à nous présenter, parce que potentiellement, il va déjà répondre à pas mal de vos questions. Et puis après, on se gardera un petit sas de questions. Si toutefois, on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, on s'engage à toutes les noter et à vous faire un retour sur vos questions avec les documents qu'on vous enverra dans l'après-midi. On va peut-être commencer par laisser la parole à Laurent pour qu'il se présente. Laurent, je te laisse la main. Ouais, c'est parti. Donc, Laurent, alors, tout d'abord, merci Mélanie d'avoir organisé ce qui se passe aujourd'hui. Merci de me donner l'occasion de parler de la rentabilité parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et ce depuis longtemps. Donc, Laurent Lemarchand, je suis directeur de la SARL ECS qui conçoit, édite et distribue des logiciels qui sont spécifiquement destinés aux artisans du bâtiment. Et puis, j'aime bien ajouter dans ma présentation, pour la petite anecdote, que je suis un ancien menuisier. Donc, j'aime bien me présenter comme étant un fils de l'artisanat. C'est d'ailleurs pour ça que je crée des outils pour les gens, les artisans du bâtiment, parce que je viens de ce monde-là. En plus d'être autodidacte en informatique depuis presque 40 ans maintenant. Super. On rentre dans le vif du sujet. C'est parti? On est parti. Allez, c'est parti. Tu nous as proposé, Laurent, d'aborder 5 clés super importantes sur le pilotage de l'entreprise. C'est parti pour la première. Alors, en fait, avant de parler de la première, m'en veux pas, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit juste avant. Tu as raison. Je ne vais malheureusement pas vous apporter de solution miracle pour, pour maîtriser l'immaîtrisable. Donc, maîtriser notamment la fluctuation des prix de matériaux, c'est juste impossible. Enfin, moi, je n'ai pas de solution pour ça. Et anticiper et maîtriser la fluctuation des charges et notamment des coûts d'énergie, c'est pareil. Je n'ai pas de solution miracle. La seule chose que je puisse dire, et d'ailleurs, c'est la clé numéro 1, c'est que s'il était à un moment donné temps de se dire que maîtriser les prix et notamment ce qui est dans les prix de vente que pratique l'entreprise, c'est important, c'est plus que jamais important, parce que justement pour faire face à ces fluctuations de prix de matière et de charges, il est nécessaire plus que jamais que l'entreprise soit en maîtrise de ses prix pour pouvoir, je dirais, du mieux qu'elle peut au fil de l'eau, répercuter les augmentations de charges et les augmentations de matériaux sur les prix unitaires qu'elle pratique et surtout pas en attendant, ça a toujours été vrai, mais c'est plus vrai que jamais, surtout pas en attendant
que le bilan comptable fasse tomber le verdict douloureux auquel on peut s'attendre si jamais on ne réagit pas face à ce qui est en train de se passer. Alors oui, donc maintenant je reviens aux clés. La clé numéro 1 pour moi, c'est la maîtrise du calcul de prix de vente. Maîtriser la rentabilité, c'est s'assurer que les prix qu'on va pratiquer vont à la fois couvrir les charges et puis, ma foi, les bénéfices qu'on a à réaliser. Et puis, les prix, ça s'actualise régulièrement. Ça met en évidence un truc, c'est que la maîtrise des prix dépend directement des charges que j'ai à payer. Le point de départ du calcul de prix, ce sont les charges qui pèsent sur l'entreprise et les objectifs de bénéfice que l'entreprise se fixe. Donc, si je disais les choses autrement, déterminer qui vous êtes, qui vous avez envie d'être, quelles charges sont à payer pour votre fonctionnement, et après, on pourra calculer les prix. Mais la première étape, c'est de définir qui vous êtes. Ça nous servira à faire des prix qui vous collent à la peau, et ça nous servira, une fois que les prix ont été couchés sur les devis acceptés par les clients, les chantiers réalisés, ça nous permettra de vérifier, parce qu'on est en maîtrise du détail, qu'au fil des chantiers qu'on va réaliser, on va atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, notamment en nombre d'heures vendues ou en déboursé matière annuelle. Donc, la première clé, c'est la maîtrise des calculs de prix. C'est forcément une évidence, mais c'est loin d'être le cas dans les entreprises du bâtiment. On peut passer à la deuxième? Oui, on va faire ça. Je suis désolé, hein, je suis un peu néophyte Non, c'est très bien. concernant l'exercice, mais je ferai du mieux, puis je répondrai à vos questions après. Bien sûr. Alors, la clé numéro 2. De quoi est composé un prix de vente? Ça va sans dire que la plupart des artisans vendent des heures et des matériaux. Donc, un prix de vente, c'est d'abord composé d'un temps de travail multiplié par un taux horaire plus ou moins bien calculé, soit dit en passant, et puis d'un prix d'achat de matière multiplié par un coefficient de marge. La deuxième clé pour maîtriser la rentabilité et piloter l'entreprise, c'est de prendre conscience que les deux éléments que je viens de citer, la main-d'œuvre et les matériaux, sont liés. Si je gagne plus ou moins sur la matière, c'est plus vrai que jamais, puisque le prix des matériaux flambe et peut-être que je dois me faire harakiri sur la marge que je faisais sur les matériaux. Tout ce que je ne vais pas faire sur l'un, il faut forcément que je le fasse sur l'autre parce que les charges, il faudra bien que je les paye. Et puis, si je veux tenir mes objectifs de bénéfice, alors qu'avec le temps, je peux éventuellement corriger, mais dans tous les cas, les deux sont intimement liés. Il faut maîtriser le lien qui existe entre cette main-d'œuvre à vendre et les matériaux que je fournis dans le cadre de mes travaux. Ça marche. Numéro 3. Alors, comment on maîtrise le lien entre main-d'œuvre et matériaux? Il n'y a pas 36 solutions. Pour maîtriser le lien entre donc marge sur matériaux plutôt et main-d'œuvre, il faut intégrer au calcul du taux horaire la marge que vous allez réaliser sur les matériaux. En gros, tout ce que je vais faire sur la matière va me servir à couvrir une partie de mes frais généraux, couvrir éventuellement une partie de mes bénéfices, et tout ce qui reste à couvrir sera à couvrir par le biais de la main-d'œuvre. Donc, calculer le taux horaire nécessite forcément de prendre en compte dans le calcul du taux horaire le taux de marge que je vais pratiquer sur la matière. Parce qu'encore une fois, si je vends plus ou moins de matière avec plus ou moins de marge, je vais donc avoir besoin de pratiquer un taux horaire, ma foi, plus ou moins important. Et soit dit en passant toujours, justement par les temps qui courent, quand on s'aperçoit qu'il y a une fluctuation des coûts de matière et pas forcément de la marge qu'on fait dessus d'ailleurs, on devrait être en capacité de réajuster indirectement tous les prix que je pratique par le réajustement notamment du taux horaire
par le principe des vases communicants. Encore une fois, toute la marge que je ne vais pas faire sur ma matière, je la bascule sur ma main-d'œuvre pour faire en sorte qu'avant que le bilan comptable ou avant que l'exercice comptable soit terminé, je reste en maîtrise à la fois de ce que je vais réaliser en bénéfice, mais aussi à la fois des charges que je vais être en capacité de supporter. Parce qu'une fois que l'exercice est terminé, que le bilan comptable fait tomber le verdict, parfois il est trop tard pour réajuster le tir. On peut réajuster le tir pour l'année qui va suivre, mais en fait le bilan comptable, la vérité, c'est que le bilan comptable devrait juste confirmer quelque chose que vous savez déjà. Alors, j'écrivais là dans prétendre ne pas pouvoir vendre toutes ces heures est un faux problème parce que ça fait partie de ce qu'on entend quelquefois quand on discute avec les entreprises de ce qu'il faudrait faire ou pas faire. Et quelquefois, on nous explique qu'on ne peut pas vendre toutes les heures. Or, c'est un faux problème parce qu'à chiffre d'affaires égal, si on compte toutes les heures, on a simplement une rémunération ou un taux horaire réel, pratiqué, qui est simplement inférieur, quoi. La question, c'est est-ce qu'on veut regarder la réalité en face? Alors, si ça veut bien, voilà. On est déjà arrivé à la 4e, maîtriser les heures vendables. Alors, un taux horaire, ça coule de source, mais c'est pas mal de le rappeler. Un taux horaire, c'est forcément une masse financière divisée par un nombre d'heures. Donc, pour calculer le taux horaire, il faut être en maîtrise de la masse financière. Les comptables sont de très bons conseils pour ça. Si jamais l'artisan a un doute quant aux charges, quant au salaire, etc. La charge financière, puisque c'est purement financier, le comptable est forcément en maîtrise de ça. Mais maîtriser la charge financière sans maîtriser le nombre d'heures qui va en face, ça revient à ne rien maîtriser du tout. Si je divise une charge maîtrisée par un nombre d'heures, comment je dirais, qui n'est ni plus ni moins que la moyenne des entreprises qui sont, entre guillemets, à mon image, ça me donne un taux horaire qui est un taux horaire moyen sur le marché qui est le mien. Or, il n'est absolument pas dit que mon entreprise, mon organisation, ma clientèle soit adaptée à la moyenne qui ressort d'un calcul comme celui-là. Donc, maîtriser la masse financière sans maîtriser le nombre d'heures, ça n'a absolument aucun sens. Alors, il y a une question un peu fondamentale, à mon sens, à laquelle tout artisan devrait être en capacité de répondre. C'est combien d'heures vous vendez à l'année? Et on parle là d'apporter une réponse non pas estimative, une réponse maîtrisée. Parce que, encore une fois, une grosse partie du chiffre d'affaires qu'on va réaliser va être réalisée en vendant des heures de travail. Donc, si on n'a pas cette maîtrise du volume d'heures vendues, on ne sera pas en maîtrise du chiffre d'affaires qu'on va réaliser là-dessus. Et donc, du coup, et par là même, on ne peut pas être en maîtrise des prix qui intègrent notamment des parts de main-d'œuvre. C'est impossible. Alors, c'est compliqué parce que, on l'évoque juste après, d'un chantier à l'autre, c'est fluctuant et pour autant, c'est nécessaire. C'est indispensable même, si je vous ai. Alors, j'avais prévu de vous dire notamment que j'ai moi-même personnellement vécu la désorganisation d'une entreprise qui comptait 10 salariés. J'étais salarié, moi, dans cette boutique-là. Et il y a 2 exemples que j'aime bien citer pour essayer d'illustrer le fait que 2 entreprises qui sont géographiquement à peu près au même endroit, qui interviennent sur à peu près les mêmes marchés, etc. Et pour autant, financièrement parlant, elles n'obtiennent pas forcément le même résultat, simplement parce que ça peut se nicher dans l'organisation d'entreprise. Alors, l'exemple que j'ai en tête, moi, c'est une boîte de menuiserie dans laquelle j'ai bossé,
on était 10 gars, on travaillait par équipe de 2 ou 3, et on avait en interne absolument aucune organisation en approvisionnement de matériaux des chantiers et aucune organisation en approvisionnement de carburant des véhicules qu'on utilisait. Donc, sachant qu'on intervenait dans un rayon de 50-60 km, on faisait à peu près 2 pleins par semaine pour chaque véhicule. Donc, ça donnait le matin du chantier, il fallait se rendre chez Point P ou un autre pour aller chercher les matériaux, et les gens auxquels je m'adresse et qui connaissent bien le terrain savent bien comment ça se passe dans ces cas-là. Il y a 2 gars qui poirotent dans le camion pendant qu'il y en a un autre qui essaye de récupérer à la fois la camelote et les paplards qui vont avec. Ça prend 15-20 minutes, et ça, c'est si on est les premiers servis. Si pour peu qu'il faille attendre que les clients d'avant passent, vous avez vite fait de perdre une demi-heure. Vous multipliez la demi-heure en question par 3 bons hommes, et puis ça vous donne 1h30 de jeter littéralement à la poubelle. Faites la même chose avec les carburants. Un appro en carburant, ça prend 15 minutes à peu près. Si vous avez 2 gars qui glandent dans le camion pendant qu'il y en a un qui fait le remplissage du réservoir, vous avez perdu 3 quarts d'heure. Donc, à marché égal, prix égal, etc., entre une entreprise qui fait attention à ces détails d'organisation et une autre qui sera éventuellement plus laxiste ou plus négligente en la matière, on peut obtenir des résultats et notamment une rentabilité complètement différente. Le détail se niche dans les détails. Le diable se niche dans les détails, dit-on. Le diable se niche dans les détails. Alors, qu'on soit clair, ça a toujours été vrai. Oui. Parce que donc les entreprises du bâtiment, alors je vais mettre plein de précautions, plein de guillemets, etc. Mais je pense que je ne trahis pas de secret si je dis qu'un certain nombre d'entreprises, peut-être bien encore une majorité, pratiquent du prix à la louche, calculé de manière empirique. C'est notamment des prix qui sont souvent, très souvent, trop souvent, directement inspirés des prix du marché. Alors, se comparer au marché, c'est important. Forcément que c'est important. Sinon, on ne se rend pas compte si on est compétitif ou si on ne l'est pas. Mais la base de tout, c'est de s'assurer qu'on est structuré pour être compatible avec les prix du marché. Pratiquer les prix du marché tels que moi je l'ai vécu dans la boîte de 10, pratiquer les prix du marché sans s'assurer qu'on est compatible avec les prix du marché, c'est éventuellement vendre à un prix inférieur à ce qu'on va appeler le seuil de rentabilité. Et si on n'est pas en maîtrise du détail, on ne peut pas être en maîtrise du fameux seuil de rentabilité. Dans le seuil de rentabilité, on trouve notamment des éléments d'ordre financier, mais aussi des éléments d'ordre productif. C'est d'ailleurs pour ça que, mais on va le voir juste après, c'est d'ailleurs pour ça concernant le calcul du taux horaire, qu'un taux horaire ne peut pas être calculé par un comptable. C'est juste pas possible. Le comptable, c'est un financier jusqu'au bout des ongles. Or, calculer un taux horaire, comme je l'ai précisé juste avant, c'est une charge divisée par un volume d'heures. Le comptable, lui, la charge, il la connaît. La charge financière, il la connaît et il est en maîtrise de ça. Si l'artisan ne lui donne pas le volume d'heures, il fait ce que font tous les comptables. Il prend la moyenne des entreprises qui, encore une fois, sont à l'image de la mienne, et il divise la masse financière par un nombre d'heures moyen, j'obtiens un taux horaire moyen. Donc, je peux avoir l'illusion d'être en maîtrise d'un taux horaire savamment calculé, puis en fait, il n'en est rien. Il n'en est rien si je suis moi-même pilote de ma boîte, pas en mesure de dire j'ai X heures à vendre à l'année et par rapport à ce que j'avais à vendre, j'ai réellement vendu tant. Puisqu'il y a bien évidemment les heures vendables, c'est la clé numéro 4. Mais la clé numéro 5, c'est la comparaison des heures vendables avec les heures vendues, parce que le devis, c'est la prévision. Je prévois que je vais faire tel ou tel boulot chez mon client.
Mais les gars de terrain savent bien que chantier par chantier, je ne suis pas toujours en maîtrise de la réalité du chantier. Donc, dans un premier temps, j'ai mis une prévision. Voilà, on sait qu'un salarié, ça produit à peu près 1500 heures à l'année, à peu près, dans une entreprise qui a des chantiers à temps plein, qui donc a relativement peu, on va dire, de déplacement, qui a des chantiers à temps plein, à longueur d'année. On sait qu'un salarié, ça produit à peu près 1500 heures par an. Mais ça, c'est mon prévisionnel de vente. Maintenant, il faut que je regarde la réalité de mes ventes. Il faut que j'ai effectivement vendu les 1500 heures. Donc, chantier par chantier, c'est compliqué. C'est même, alors je ne peux pas dire que c'est impossible, mais c'est toujours compliqué d'être sûr que le devis que je vais faire va pile poil coller, surtout quand on est en rénovation. C'est forcément compliqué. Alors, il ne faut pas forcément chercher à maîtriser ce qui n'est pas maîtrisable. L'important pour l'entreprise, c'est de s'assurer que mon volume annuel sera atteint, parce que mon objectif, c'est de réaliser mon bénéfice. Et puis, ma foi, si les plus compensent les moins, donc les chantiers qui se sont mieux passés que ce que j'avais prévu compensent ceux qui se sont moins bien passés, ma foi, grand Dieu, c'est juste normal dans l'activité d'une petite entreprise du bâtiment. Donc, il faut plutôt chercher à maîtriser des moyennes annuelles que chantier par chantier, même si on peut avoir une estimation chantier par chantier. Donc, ça passe selon moi par 3 étapes. Estimer objectivement la capacité de production annuelle, ça, c'est fondamental. Si j'avais un seul mot à vous dire, c'est que dans 80% des cas, le défaut de rentabilité des boîtes ne se niche pas dans les prix qu'ils pratiquent, mais dans la manière dont ils organisent leur production. Et donc, cette capacité de production annuelle, il y a ce qu'on aimerait, et puis il y a la réalité. Et chaque fois qu'on déniche un défaut de rentabilité, la plupart du temps, on déniche un défaut de productivité. Pour X raisons, parce qu'il peut y avoir plein de raisons, certaines étant plus explicables et plus faciles à corriger que d'autres. Mais dans un certain nombre de cas, le défaut de productivité, c'est un des défauts récurrents dans les petites entreprises du bâtiment. Attention, quand je dis ça, je ne dis pas que je dis surtout pas que les gars ne bossent pas. Au contraire, les gars du bâtiment sont bosseurs, notamment les dirigeants d'entreprise. On sait bien qu'ils ne comptent pas leur temps. Mais il y a une différence entre les heures travaillées et les heures vendues. Si je travaille 10 heures chez mon client pour réaliser un travail pour lequel j'avais compté 7 heures de boulot, eh bien, ma foi, la production vendue, c'est 7. Et ma foi, grand Dieu, c'est pas 10. D'ailleurs, un autre problème récurrent, c'est quand un artisan qui travaillait tout seul devient employeur. Quand on est tout seul, le temps est élastique. Donc, si on a mal estimé le temps, bon, on sacrifie des week-ends, on sacrifie des congés, et bon an, mal an, avec cette élasticité du temps, on finit par s'en sortir. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne saurais pas dire, quand on est employeur et qu'on a des salariés, on sait bien que les salariés, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Un salarié, si vous le faites payer 7 heures, si vous le faites travailler 7 heures ou 8 heures, il faudra lui payer 7 heures ou 8 heures. Et si vous devez le payer pendant 10 heures pour effectuer un boulot que vous aviez vendu sur 7, il y a 3 heures que vous allez payer et qui ne seront pas vendables ailleurs. Donc ça fait partie des problèmes récurrents. Alors, intégrer le bon nombre d'heures dans chacun de vos prix, ça va sans dire, et comparer les heures vendues avec les heures vendables, parce que ça, c'est la suite logique du calcul de prix. D'ailleurs, le calcul de prix me permet d'être en maîtrise du détail et donc me permettra après coup de vérifier que ce que j'avais prévu est conforme à la réalité.
Si mon chantier ne s'est pas passé comme j'avais prévu, donc j'y ai passé plus de temps que prévu, c'est peut-être qu'à la source, je n'ai pas prévu assez de temps. Le client d'après se verra facturer un poil plus cher parce que j'aurais modifié le temps que j'ai prévu pour exécuter tel ou tel travail, et le devis d'après me permettra de commencer à rectifier le tir. Donc le détail, la maîtrise du détail des prix qu'on couche sur les devis nous permet d'être en maîtrise de ce qu'on va retrouver notamment dans le suivi de l'activité au travers du tableau de bord, par exemple. Bon, puis le piège classique, c'est de penser au temps improductif, les trajets, la préparation des véhicules, la manutention ou les temps morts. Parce que tout ça, ce sont des heures que vous payez à vos gens et qui ne sont pas forcément vendables, ou en tout cas pas directement, parce qu'il y en a quand même un seul qui paye, c'est le client. Ce ne sont pas des heures que vous pourrez vendre directement à vos clients. On les vendra au travers des heures qui sont effectivement productives. Je me suis permis de vous faire juste après un petit récapitulatif des 5 clés. Comme ça, vous les aurez à la suite dans le diaporama, mais c'est ce que Laurent vient de nous expliquer. Je vois qu'il y a une question qui a été posée. Ouais, on les fera à la fin si tu veux bien. Ok, ça marche, pas de souci. Et puis après, tu voulais quand même redire un petit mot sur le bilan comptable, je crois. Oui, alors, pour moi, le but du jeu, c'est que vous soyez en maîtrise à la fois des prix que vous pratiquez, mais donc du même coût, de manière plus globale. Il faut que vous soyez en maîtrise en début d'exercice de l'objectif que vous fixez pour l'année à venir. Admettons on fasse ça au 1er janvier de l'année à venir. Au 1er janvier de l'année 2023, je plante le décor de ce que je pense être conforme à ce qui va se passer en 2023. Donc, en gros, je prévois un volume d'heures, un déboursé matériaux, etc. Mais il y a fort à parier que je vais me tromper. Alors, c'est encore... Tu veux annoncer un prix ou pas? Non. Tu veux annoncer un prix? Ah non, je vais arriver. Monsieur Moreau. Voilà, c'est bon, pardon, Laurent. Mais il y a fort à parier que dans la prévision que je vais poser en début d'année, je vais me tromper. C'est encore plus vrai par les temps qui courent quand on voit ce que personne n'avait prévu, c'est la flambée des prix de matériaux et la flambée des prix de l'énergie. On savait que ça bougerait, que ça augmenterait, mais certainement pas dans ces proportions-là. Donc on sait bien, là, par les temps qui courent, que c'est super important d'être en mesure de corriger les prix qu'on pratique, parce que il faut essayer, bon an, mal an, quasiment, pas forcément au jour le jour, mais on n'en est quand même pas très loin pour certains métiers, de réajuster, ma foi, en permanence les offres qu'on peut faire à nos clients. Mais finalement, avant ça, c'était déjà vrai. Selon moi, on plante un décor, au fil des chantiers, des devis qui s'écoulent, mon analyse d'activité me dit si oui ou non ma prévision était bonne. Si ma prévision était parfaite, ça se saurait. Maintenant, elle va être forcément un poil décalée et le dirigeant que je suis va corriger sa prévision. Peut-être c'est le déboursé matériaux qui va être plus ou moins élevé que prévu. Peut-être c'est le nombre d'heures vendues qui va être plus ou moins élevé que prévu. Pour que je tienne, alors déjà les charges que j'ai à payer et mon objectif de bénéfice avec plus ou moins de réussite, parce que si le marché est dur, peut-être que je ne pourrais pas tenir l'objectif de bénéfice que je m'étais initialement fixé. Mais là, ça sera du ressort du pilote de la boîte. Ce que je veux dire au travers du bilan comptable, c'est que le bilan comptable ne devrait faire que confirmer quelque chose que l'artisan sait déjà. Parce que son tableau de bord ou ses analyses d'activité, etc., lui disent non seulement quel chiffre d'affaires il a réalisé, mais ça c'est assez simple, il suffit de faire la somme de toutes les factures. Mais au-delà du chiffre d'affaires qui a été réalisé, quelle est la part qui couvre les frais généraux,
Et une fois que les frais généraux sont couverts, quelle est la part qui reste en bénéfice dans l'entreprise? Et sorti de ça, qu'est-ce que j'ai réalisé sur la vente de mes heures, enfin sur la vente de ma main-d'œuvre? Qu'est-ce qui a été réalisé sur la vente de mes matériaux? Et donc sur la part main-d'œuvre notamment, dans quelle mesure je suis dans l'atteinte de mes objectifs en nombre d'heures vendues? Parce que parce que ce serait une erreur que d'imaginer que la réussite financière d'une entreprise ne repose que sur des éléments financiers, encore une fois. Ça repose sur des éléments financiers, mais aussi sur des éléments productifs. L'organisation, c'est fondamental. C'est fondamental. Donc, les 5 clés sont, pour moi, quelque chose sur lesquels on devrait veiller en permanence, et notamment recalculer les prix chaque fois que c'est nécessaire, et c'est plus que jamais nécessaire. Ça l'a toujours été, mais c'est plus que vrai au jour d'aujourd'hui. Je pense d'ailleurs que s'il y a autant d'artisans qui sont aujourd'hui présents sur cette thématique de la rentabilité, c'est qu'en la matière, les temps sont plus compliqués qu'ils n'ont été. Et ça prouve bien que il faut être en capacité de maîtriser les ingrédients qui composent le prix, parce qu'encore une fois, enfin non pas encore une fois, mais un prix, on n'intervient pas sur un prix de vente directement. Ça, c'est ce qu'on fait quand on travaille, quand on pratique le prix à la louche ou le prix calculé de manière empirique. On en rajoute un petit peu, on en enlève un petit peu pour essayer de gratter des devis, des machins, des trucs. Mais le résultat, c'est qu'on ne sait jamais si on est bon ou mauvais. La vérité, c'est que le prix devrait découler de tout un tas de détails sur lesquels j'ai une maîtrise réelle, une connaissance réelle. C'est mes heures, c'est mes charges, c'est mes investissements, c'est mes salariés avec les salaires, etc. Donc tout ça, je maîtrise. Et de tout ça ressort des coefficients des taux horaires, auxquels j'associe des temps passés pour exécuter le boulot, des montants d'achat de matière, et l'assemblage de tout ça accouche du prix de vente. Mais le prix de vente, je n'y touche pas en direct, j'y touche par l'intermédiaire de tout ce qui me caractérise en tant que dirigeant de boîte dans un domaine d'activité donné, avec une clientèle donnée et une zone géographique donnée. Je te propose de passer aux questions parce qu'on va un petit peu déborder de notre 3 minutes. Annie, je te laisse la parole si tu veux bien. Oui, Mélanie, effectivement, on a une première question qui était de Stéphane et qui posait la question suivante. Cela veut dire que les heures perdues, il faut essayer de les récupérer sur les autres chantiers? Alors non, non parce que je vais bien me garder de vous dire oui ou non d'une manière ferme. J'ai absolument pas la prétention d'être celui qui sait à coup sûr ce qu'il faut faire pour que ça marche. Être dirigeant d'entreprise, entrepreneur, c'est compliqué. Si c'était facile, ça serait surtout dans les métiers du bâtiment et surtout quand on fait une majeure partie, pour ne pas dire tout, son business sur les chantiers de la rénovation. D'un chantier à l'autre, c'est différent, c'est compliqué, on a toujours des surprises, etc., etc. Donc, pour moi, non, on peut pas compenser les moins d'un chantier en rajoutant des heures sur le chantier d'après. Ce n'est pas forcément ça qu'il faut chercher à faire. Il faut chercher plutôt à prestation par prestation et à un moment donné, chantier par chantier. Il faut essayer de trouver des temps de travail moyens qui correspondent à peu près à ce qui se passe sur un chantier, encore une fois, moyen. Ça veut dire que inévitablement et à longueur de temps, quelquefois je serai un poil en dessus de la vérité en termes de temps passé, quelquefois je serai un poil en dessous. Mon but, c'est pas que chantier par chantier je sois pile, parce que c'est illusoire, ça n'arrivera jamais. Et il n'est pas logique que le moins du client d'avant, je le répercute sur le seul client d'après. Par contre, mon but,
C'est quand quand je suis mon compteur d'heures au fil de l'eau, je suis mon compteur d'heures à vendre. Mon but, c'est juste, ou notamment, de m'assurer que les heures que j'ai à vendre, je les ai effectivement vendues. Je ne les ai pas forcément vendues pile poil sur chacun des chantiers. Par contre, dans tous les cas, je les ai vendues. Si je dois m'apercevoir, au bout d'un mois, un trimestre, un semestre, que je suis un petit peu en dessus ou en dessous de la vérité, je corrige mon paramètre d'entrée. Si je corrige mon paramètre d'entrée, notamment du compteur d'heures à vendre, je corrige mon taux horaire, je corrige mes prix unitaires, et c'est l'ensemble des chantiers qui vont se dérouler après, qui vont corriger, à part plus ou moins égal, le défaut de tir que j'ai constaté sur les chantiers que j'avais fait avant. J'espère répondre à la question, mais dans tous les cas, je reste à dispo pour m'entretenir en détail avec chacun d'entre vous sur un sujet que je considère comme étant fondamental pour les petites entreprises du bâtiment. C'est bien parce que Anthony David, qui a répondu à Stéphane dans le chat, a dit ce que tu viens de dire. Donc, c'est bien, vous êtes sur la même longueur d'onde. Question suivante, peut-être, Annie? On a une deuxième question de Thomas. Peut-on simplement affecter toutes les charges de l'entreprise au taux horaire et affecter la marge de l'entreprise uniquement au coefficient de marge de la matière première? En la matière, on fait ce qu'on veut, à peu de choses près. Selon moi, donc les frais généraux à la main-d'œuvre, la marge à la matière, pourquoi pas? Mais ça ne me semble pas être le bon mode de raisonnement. Pourquoi? Parce que quand je vais présenter un devis à mon client et que je vais faire le chantier et que mon client va me payer ma facture, les euros qui vont rentrer, que ce soit pour les temps facturés ou pour les matériaux revendus, vont finir dans le même tiroir caisse. Donc, quand je vais payer mes charges, avant de réaliser mes bénéfices, d'ailleurs, je vais commencer par payer mes charges. S'il reste du pognon, j'aurai des bénéfices. Mais si j'ai plus de pognon, je n'aurai pas de bénéfices. Donc, je vais puiser dans le seul tiroir caisse de l'entreprise. Donc, en gros, que l'euro que je vais prendre pour payer mes charges me vienne de ma main-d'œuvre ou de mes matériaux, ma foi, ça ne change rien. Ce qu'il faut, en revanche, c'est mutualiser. C'est ce que je disais tout à l'heure, la clé, je ne sais plus combien, il faut garder là, voilà, la clé numéro 2, le lien entre main-d'œuvre et matériaux. Il faut forcément que quand vous calculez il faut forcément que quand vous suivez votre activité, et puis qu'éventuellement vous réajustez le tir, il faut que le taux horaire que vous allez calculer tienne compte de la marge que vous réalisez, plus ou moins fluctuante, sur les matières. Les deux sont intimement liés. Alors, donc, selon moi, répartir comme ça n'a pas vraiment d'intérêt, de mon point de vue. Par contre, ce qui peut avoir un intérêt, on le voit dans un certain nombre d'entreprises qui donc se demandent comment faciliter la gestion de la boîte. Ce qui peut avoir un intérêt, c'est de se dire que finalement, on abandonne la marge sur matière et qu'on ne réalise la couverture des charges et la couverture des bénéfices que sur la main-d'œuvre. Donc ça, on voit que dans certaines entreprises, ça simplifie le mode de calcul et le mode de raisonnement et le mode de gestion. Okay. Peut-être une dernière question, Agnès. On déborde un petit peu du 33 minutes, mais vous êtes toujours là, donc je me dis que vous avez envie d'avoir la fin. Effectivement, il y a une dernière question. Comment valoriser le temps de travail improductif? Préparation des devis, temps de trajet, etc. Eh bien, en fait, le temps de travail improductif se valorise. D'ailleurs, ça va me donner l'occasion de faire un petit complément. Se valorise au travers des frais généraux. Comment je disais tout à l'heure, peut-être c'est passé inaperçu, mais en gros, il n'y a qu'un seul pour payer toutes les charges et comment réaliser les objectifs de l'entreprise. C'est le client.
qu'il arrive, le client doit à la fois payer les heures dites productives à proprement parler, en gros, les heures que, en tant que plombier, je passe à à fixer les tuyaux, à poser les radiateurs, etc. Ou si je suis menuisier, le temps que je passe à poser la fenêtre. Le geste métier central. Puis il y a tous les annexes. Le temps que j'ai passé à venir le voir pour lui dire ce que j'allais faire pour lui, etc. Le temps que j'ai passé à faire son devis, le temps que j'ai passé à rencontrer les fournisseurs de matériaux, etc., etc. Tout ça, le client doit vous le payer d'une manière ou d'une autre. Et soit il vous le paye en coût sec productif, donc ce sont les heures productives, soit il vous le paye en frais généraux, c'est le fameux coefficient qui va venir gonfler votre coût sec main-d'œuvre productive pour le transformer en taux horaire, parce que dans ce taux horaire, on trouve justement la valorisation, notamment des heures dites improductives. Il n'y a pas que ça, mais on trouve notamment ça. Alors, avant que j'oublie, et avant qu'on se sépare, en fait, il se trouve que j'ai développé un logiciel qui s'appelle EasyGestion et qui est justement la traduction de tout ça. Parce que un logiciel de devis-facture, c'est très bien, mais selon moi, ça n'a de sens que si on est en maîtrise, encore une fois, de la gestion et du calcul des prix. Le EasyGestion, c'est justement l'outil qui permettra, par exemple, de répondre précisément à cette question. Comment je fais pour valoriser mes temps improductifs? Dans EasyGestion, on transforme vos caractéristiques financières et productives en taux horaire et coefficients. Chaque fois que vous touchez un paramètre, une charge qui augmente, vous embauchez un gars, vous augmentez un gars, vous licenciez un gars, vous investissez dans du matos, vous avez une charge qui augmente, vous révisez à la hausse ou à la baisse votre objectif de bénéfice, vous révisez à la hausse ou à la baisse votre objectif de débourser matériaux, ça actualise vos taux horaires et vos coefficients, ça actualise vos prix unitaires justement pour faire en sorte que le devis qui va sortir dans le quart d'heure qui suit commence à rectifier le tir et par rapport à ce qu'on a constaté, notamment au travers, soit encore une fois du tableau de bord ou des débours de chantier. Je vois une question, quel est le coût du logiciel EasyGestion? Super. Comment? Alors, je ne veux surtout pas dévoyer la réunion d'aujourd'hui. La réunion d'aujourd'hui était basée sur la rentabilité et ce que moi je considère comme étant important. Mais il se trouve que tout ce que j'ai dans le fond de mes tripes pour parler de la gestion des petites entreprises du bâtiment, et pour la petite anecdote, je suis formateur depuis plus de 20 ans. J'ai déroulé du câble en formation au calcul de prix avec des entreprises qui, pour certaines, étaient en difficulté. Donc, j'ai tout mis, ce que j'ai dans les tripes, je l'ai mis dans le EasyGestion. Alors, le EasyGestion, ça vaut, si je ne dis pas de bêtises, ça doit valoir, je ne vais pas dire de bêtises, parce que je vais l'avoir sous les yeux, ça vaut quelque chose comme 700 € à peu près, hors taxe, une licence pour les adhérents CAPEB. Il y a un prix spécial adhérent CAPEB. Ça, c'est en version achat, et en version abonnement, ça coûte 20,90 € mois. Mais pour ça, si besoin était, si ça vous intéresse, on peut en discuter voilà, en aparté. Ce qui est important, c'est que de retenir, c'est que le EasyGestion, il est volontairement différent des logiciels de devis-facture que vous trouvez sur le marché. La partie devis-facture de EasyGestion, ben, ma foi, grand Dieu, elle fonctionne comme fonctionne un Batigest, un EBP, un Ciel et compagnie. J'y ai mis ma façon de voir. J'ai notamment essayé de faire un logiciel simple et puis pratique pour les petites entreprises du bâtiment. Et ce qui est surtout important, c'est qu'il y a en amont de tout ça la maîtrise du calcul des prix. Parce que c'est une lacune dans les petites entreprises du bâtiment. Et c'est une lacune parce que ce n'est pas simple.
c'est pas simple de traduire des caractéristiques financières et productives en taux horaire et coefficient. Ça prend du temps. Vous avez 36 000 choses à faire. Et pourtant, c'est fondamental. Surtout par les temps qui courent. Tout à fait. Ce que je vous propose, c'est que vous aurez les coordonnées de Laurent à la fin du diaporama. Voilà, avec son email, son téléphone, son site internet. Je pense que Laurent, je ne trahis pas en disant qu'ils peuvent te contacter pour en savoir plus, que tu pourras leur permettre des démos. Oui, bien sûr, et Voilà. avec plaisir même. Ouais, avec plaisir. La gestion, c'est encore, enfin voilà, le Easy Gestion, je l'ai créé parce que je trouve que dans les petites entreprises, les gars ont de l'or dans les mains, quoi. Ce sont des gars de terrain avec de l'or dans les pognes. Malheureusement, ils sont trop concentrés sur le terrain et un poil pas assez concentrés sur la gestion. Ça se voit comme un nez au milieu de la figure chaque fois que le marché devient un petit peu difficile. Ouais. Alors aujourd'hui, avec la fluctuation des prix de matière et la fluctuation des prix d'énergie, bah c'est forcément, on est dans une période un peu plus rude qui met en évidence ceux qui, ma foi, avaient éventuellement les idées claires, et puis pour les autres, c'est probablement le moment de reprendre la main sur tout ça. Tout à fait. Et une fois qu'on l'a, de ne jamais la lâcher, jamais, même quand le marché se porte bien. Oui. Merci beaucoup. Alors, merci à vous d'avoir assisté. Merci à Laurent pour la clarté de ses explications. On va vous envoyer donc le diaporama, le replay tout à l'heure, là, dans l'après-midi. J'en profite juste aussi pour vous rappeler qu'il y a en ce moment l'enquête de conjoncture que vous avez dû recevoir par mail tous les ans. Pour rappel, on fait en KPP Pays de la Loire, on interroge l'ensemble des adhérents sur toute une série de questions pour savoir comment ça va chez vous, savoir un peu où en est l'état du secteur du bâtiment. Ça nous sert évidemment à discuter avec les pouvoirs publics notamment. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, ça vous prendra à peu près un quart d'heure, entre 10 minutes et un quart d'heure, pour répondre à l'enquête de conjoncture qui vous a été adressée normalement sur l'adresse générique de l'entreprise. Et si jamais vous ne l'avez pas reçue, vous nous le dites et on essaiera de vous trouver un moyen pour que vous y répondiez. Voilà. Vous aurez aussi un questionnaire de satisfaction avec le mail tout à l'heure qui nous dira si vous avez apprécié ou pas. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour le prochain 33 minutes. Cette fois-là, on abordera les chutes de hauteur. Voilà, on va repasser un petit peu du côté de la sécurité parce que c'est important en ce moment. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée.